Essentiel, le rendez-vous culture de RCJ, un monde de livres avec Josiane Savigno. Bonjour et bienvenue dans ce monde de livres de juillet. Alors donc pour le dernier avant la pause estivale, il n'y aura que des femmes. Pour le moment, il n'y en a qu'une qui est là. On attend les autres. Moi, la circulation dans Paris n'est pas idéale, on le sait. Donc Catherine Vigour, bonjour. Je voudrais qu'on parle de votre dernier livre qui s'appelle Les Têtes insolentes et qui a eu un destin étrange. C'est-à-dire que beaucoup de lecteurs que j'ai vus, que j'ai entendus, que vous avez entendus aussi, ont aimé ce livre. Mais il a été un peu ignoré par la critique, disons. Et je crois que c'est pour une raison qu'on va développer au cours de cette émission. Je voudrais quand même un peu rappeler, vous êtes déjà venu ici pour parler de votre dernier livre, enfin votre précédent livre qui s'appelait Le Retour de Gustave Floedberg chez Gallimard. Celui-ci est aux Presses de la Cité. Et donc, vous avez, depuis 1996, écrit 10 livres. Donc, vous vous faites assez rare. Je crois que c'est parce que vous refusez les compromis, probablement, ce qui n'est pas facile dans cette société. Oui. Et puis, vous aviez fait quand même, j'allais dire, un exploit. Votre premier livre était un livre de nouvelles qui s'appelait Pense à Tolstoï chez Flammarion, un très beau livre. Mais dans ce pays, on dit que les nouvelles, ça ne marche pas, qu'il faut faire des romans, que c'est les anglo-saxons qui aiment les nouvelles. Et alors vous, c'était culotté quand même, non ? C'est-à-dire que j'écoute toujours ma nécessité, ce qui parfois se retourne contre moi. La nécessité, dans ces années-là, c'était des textes courts qui marchaient un peu ensemble autour de la référence à Tolstoï, qui était un petit peu un prétexte. Et là, cette nécessité, pour ce livre-ci, elle a été dictée par les personnages, au fond, mais elle se retourne un peu contre moi, parce que c'est un sujet que les gens n'abordent pas avec une grande aisance, on va dire ça comme ça, alors que on y est tous, heureusement, confrontés. Mais alors, dans tous vos livres, qui ont toujours été bien accueillis par la presse, sauf celui-ci, il y a toujours une part d'émotion, une part d'humour. On cherche toujours à aller un peu plus loin dans le destin des gens, dans la compréhension de leur destin. Et alors, ce livre-là, donc Les Têtes insolentes, on va en parler bien sûr. Ce qui m'a beaucoup intéressée, c'est que, évidemment, il s'agit d'une jeune femme et d'une vieille dame, qui est sa grand-mère. Et depuis des mois, on nous parle des questions de fin de vie. Comment mourir? Est-ce qu'il faut une loi? Est-ce qu'il ne faut pas de loi? Est-ce qu'il faut autoriser l'euthanasie, pas l'euthanasie, etc., etc., etc. Mais au fond, on ne se demande pas comment finir sa vie. Et ça, c'est la question que pose ce livre. Donc, moi, je pense qu'il ne faut jamais faire le pitch des livres, mais on peut poser un peu le décor. D'abord, je voudrais que vous lisiez la première page, comme ça sera déjà fait, et après, on pourra en parler. Alors, la page d'ouverture... J'aime les coquelicots, leurs têtes insolentes au-dessus des désherbants. Chacun son truc pour se donner du courage. Ô Dieu des fleurs sauvages, il m'en faudrait un champ entier aujourd'hui. Le docteur S tient la vie de ma vieille entre ses mains, ma très chère vieille accidentée du cerveau. Autant dire que le docteur S prend ainsi la main sur ma jeune existence. C'est une belle femme que n'atteint pas l'âge extrême de ses patients. Son sourire est doux. Il suffit de lui voler parfois. Je craignais qu'elle se contente de menus encouragements, comme si sous les termes « soins de suite » et « rééducation », il pouvait y avoir une consolation. Mais cette fois, elle me fait asseoir et plonge ses yeux dans les miens. Dans l'instant, je sais que c'en est fini des 4 chemins, la ligne droite est devant nous. À 90 ans, Madame B ne peut pas tout récupérer, il faut l'accepter, dit-elle. Je comprends que vous ayez du mal parce que c'est elle qui vous a élevé. Mais vous l'aiderez davantage en voyant les choses en face. Voilà, alors c'est tout à fait, ça pose le décor. Et ce qui est tout à fait curieux, en effet, c'est qu'on a le sentiment, quand on voit tous ces discours et toutes ces demandes autour de la fin de vie, c'est comme si les gens étaient tout d'un coup, d'abord bien portants, puis tout d'un coup très malades. Et alors, ils veulent plus vivre, donc on résout le problème en les aidant à mourir. Mais il y a toute une chose qui est l'accident qu'on peut avoir, ce qu'a eu cette vieille dame. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'elle n'en est pas morte de cet accident. Donc, il y a 2 personnages principaux, donc la vieille dame et Chloé. Alors, Chloé, c'est quelqu'un d'assez fantasque. Donc, c'est pour ça aussi qu'elle a sans doute du mal à faire face à ça, parce qu'elle n'était pas préparée. Elle avait cette grand-mère qui l'a élevée, qui était tout à fait en pleine forme et assez fantasque, elle aussi. Donc Chloé, elle a un enfant, un colocataire. Oui, elle a la vie d'une trentenaire qui essaie de faire son chemin le mieux possible et qui pense, comme beaucoup parmi nous, que les vieux, somme toute, ils sont éternels. Et puis à un moment donné, effectivement, l'accident vasculaire cérébral change un peu la donne. La vieille dame va quand même se révolter parce qu'elle n'a pas envie de perdre sa peau tout de suite. Mais ce qui m'a surtout intéressée, c'est le regard aussi de quelqu'un de beaucoup plus jeune.
Chloé a réellement existé, j'ai réellement croisé ce personnage. En général, je ne m'inspire pas directement d'une figure qui a existé, mais alors elle, cette jeune femme que j'ai croisée dans ces lieux qu'on appelle aujourd'hui des espèces d'îles à vieilles personnes. Les EHPAD, C'est un peu des îles à vieilles EHPAD, personnes, oui. un peu coupées de la ville, dans des conditions pourtant matériellement et financièrement tout à fait privilégiées. On se dit, vieillir là, quand même, c'est plus facile qu'ailleurs, bien sûr, mais c'est quand même toujours une grande aventure. Et cette jeune femme, je la croisais régulièrement dans l'ascenseur, en allant moi-même faire une visite, et puis peu à peu, la sympathie vient. Puis un jour, elle me donne son regard de trentenaire. C'est ça qui est passionnant. Parce que l'âge, c'est l'aventure pour la personne qui le subit, c'est à nous tous, plus ou moins, quand on a la chance de vieillir, car c'est quand même une chance, chose que tout le monde oublie. Bon, mais c'est aussi un problème pour les plus jeunes qui doivent accompagner, regarder, qui redoutent pour eux-mêmes, parce qu'il y a le fameux effet miroir, voir vieillir, c'est voir sa propre vieillesse. Et peu à peu, en fait, j'allais rendre visite. Pour la rencontrer. Pour la rencontrer. Et elle a fini par me dire, vous écrivez, mais ça serait bien si vous faisiez une sorte de journal de voyage, c'est moi que je passe à voir ma grand-mère. Et c'est ce qui a été le déclic du livre. Mais ce qui reste une fiction, ce livre reste une fiction. Oui, après, j'ai largement brodé. Disons que j'ai mis ensemble beaucoup de fils observés et puis j'en ai inventé quelques-uns. Parce que quand même, l'imagination au pouvoir, c'est bien connu. Oui, mais justement, Catherine Vigour, disons un mot de ce retour de Gustave Flaubert, qui était un livre extrêmement drôle. Et donc, vous aviez eu envie de faire une sorte de livre poétique autour de Gustave Flaubert, en fait, Flaubert. En fait, je ne sais pas ce qui fait en moi ça. Je considère que l'admiration est une belle passion, qui nous élève tous, qui nous donne un moral fou quand on en a besoin, c'est-à-dire assez souvent. J'avais écrit ce recueil de nouvelles dont vous avez parlé, Jo, autour de Tolstoï, et puis sans même m'en rendre compte, Flaubert, sa correspondance est extraordinaire, elle est très drôle, elle est fantastique, et elle m'a donné envie de m'intéresser au personnage et d'imaginer ce qu'il serait s'il arrivait là, à notre époque, parmi nous. Il y aurait beaucoup de boulot. Le pauvre. Le pauvre. Donc c'est vrai que j'ai rebondi un petit peu sur ce même thème d'une figure comme ça qu'on peut admirer et en même temps qui donne un côté humoristique parce qu'on s'en empare avec fantaisie, avec imagination. Je crois que nos invités sont là. C'est un grand plaisir. Elles ont vaincu les embouteillages de juillet. La chaleur, c'est ça. Mais tout va bien. Mais tout va bien. Tout va bien. Tout va c'est bien. une grande joie de vous voir. Elles vont pouvoir se remettre avant de parler. Donc, je voulais quand même les présenter puisqu'elles sont enfin là. Donc, Tatiana Salomon et Natacha Kester-Séméon. Et on est très contente de vous avoir, non seulement parce que vous avez été des lectrices de Catherine, mais aussi parce que toutes les deux, vous êtes engagées dans une association que vous avez créée et dont, Natacha, vous êtes la porte-parole, qui s'appelle Jamais sans elle. Et on va évidemment en dire un mot, puisqu'il est dans cette émission question de femmes, de problèmes de femmes. Et alors, ce qu'on disait avec Catherine avant votre arrivée, et ce qui m'a beaucoup intéressé, moi, dans ce livre, et je ne sais pas si vous partagez ça, mais on va en parler, c'est que depuis des mois, en effet, on parle de la question de la fin de vie, comment mourir. Mais on ne se pose pas la question qui est le sujet de ce livre, c'est comment finir sa vie. C'est-à-dire comme on le disait, on a l'impression qu'on est bien portant, puis tout d'un coup, on est très malade, et on dit « je veux mourir ». Mais non, il y a tout un entre-deux qui est l'espace de ce livre. Et puis, il faut rester vivant jusqu'au bout. Parce que si c'est pour avoir un semblant de vie un peu boitant, on vous enlève votre liberté, on vous méjuge, on vous roule dans la poussière, c'est plus une vie. Alors, dans ce cas-là, c'est une sous-vie. Catherine Vigour, au moment où nos invités arrivaient, j'étais en train d'aller vous demander, après donc Gustave Flaubert et Flaubert revenant un peu ici et portant le regard un petit peu ironique sur la société actuelle. Qu'est-ce qui vous a vraiment... Parce que ce n'est pas seulement la rencontre avec cette fille dont vous venez de parler, avec cette trentenaire, qui vous a motivé. Parce que vous saviez que vous abordiez un sujet délicat. La preuve, c'est que le livre a été assez passé sous silence, on l'a dit. Il est peu lu par la presse et je suis dans une situation que je ne pensais pas m'arriver depuis le temps. Mais non, parce que tous vos livres ont été très bien accueillis, toujours. J'ai des bons retours de gens sur les sites, sur les envois personnels de gens qui ne me connaissent pas, qui cherchent à me contacter. Et puis, bizarrement, la presse, très peu, ou voire pas du tout. Je pense que c'est un sujet qui fait peur. Les gens ne veulent pas voir que la société vieillit, qu'on vieillit. Veulent oublier aussi que c'est une chance, parce qu'au bout du compte, dans le monde entier, qui a la chance d'avoir l'espérance de vie qu'on a ?
On est quand même aussi dans un pays encore relativement privilégié. C'est quand même bien malheureux d'avoir cette relation tragique. C'est ça qui, je crois, m'a révolté. Et puis tout à l'heure, vous disiez, il faut bien voir que vieillir est une chance. Et quand on voit ce qui est arrivé il y a quelques semaines seulement à cette jeune femme chanteuse, Julie DeVos, qui est morte à 35 ans d'un cancer foudroyant, c'est assez terrible, quoi. On peut considérer que c'est une chance de vieillir. Je pense, oui. Et pour que ce soit vraiment une chance, il faut que nos regards, même pour des gens plus jeunes, évoluent. Parce que c'est certain qu'on a mal aux genoux, on a mal à la tête. Après, on a moins de résistance. Mais on est on peut le dire quand même. Natacha, elle est toute jeune, elle a mal nulle part. Oui, mais ça peut venir. Je ne le souhaite pas. Mais à la limite, c'est pas très, très grave. C'est pas quelques ridules et quelques douleurs. Après, évidemment, la toute fin, c'est autre chose. Mais je trouve qu'on met trop l'accent sur la toute fin. Ouais. C'est aussi une façon de se débarrasser du processus et de l'enrichissement. Parce que prendre de l'âge, regardez l'expression, elle dit bien les choses. Ça veut bien dire aussi qu'on prend quelque chose, on ne fait pas que perdre. Il faudrait quand même un petit peu changer de regard. Mais alors, Tatiana, qui a beaucoup travaillé, m'a passé un petit mot et qui commence par « Les têtes insolentes », c'est d'abord une histoire transgénérationnelle de femmes libres. Et ça me plaît bien. Voilà. Ça me plaît bien. Ouais. C'est comme ça que vous l'avez lu, ce livre? Ah oui, d'ailleurs, j'ai fait un petit texte. Un petit texte. Ouais. Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir bien lire, parce que j'ai une allergie carabinière. Mais peut-être notre camarade va nous lire. Le camarade sera très honoré. Est-ce que tiens, j'ai une pour toi, d'ailleurs. Alors, et Natacha, vous l'avez lu, vous aussi? Oui, mais j'en parlerai après. Oui, vous en parlerez après. Non, je vais rougir, je sens que vous lire d'abord. Les têtes insolentes, c'est d'abord une histoire transgénérationnelle de femmes libres. C'est un livre singulier, poétique, tendre et rude comme l'existence. Catherine, avec sa magnifique écriture élégante, concise, dépouillée dont elle a le secret, ose raconter la fin de vie avec l'insolence joyeuse des vraies vivantes. Elle me rappelle en quelque sorte cette distanciation souveraine, mais jamais hautaine, propre à notre cher Philippe Solers. Oui, nulle part on aime parler des vieux, même chez les vieux, c'est les autres. Mais voilà, sa chère vieille doit entrer aux œillets, une EHPAD, le pays des vieux. J'aime cette histoire d'amour libre, ce récit de vie et de mort où à la fois les personnages incarnent l'hiver et le printemps en même temps. La jeune Chloé au printemps de sa vie, mais qui porte déjà en elle la maturité nostalgique et lumineuse d'une fin d'automne, Mademoiselle Bottine Rouge. Et sa chère vieille de 90 ans, la mère de sa mère qui l'a élevée, Majo, avec son penchant pour la joie passionnée de l'existence, cet hiver si printanier qui décrète qu'après Chet Baker, rien ne méritait son oreille. Je trouve cela géant. Majo veut voir la mer. Et Chloé, coûte que coûte, amènera Majo pour voir la mer. Glissez mortel, n'appuyez pas. Rien n'est perdu ni volé. Tout ce qui a été vécu l'a été. Et oui, ma chère Catherine, la lumière est une bonté du monde. Ah, mais après ce texte-là, on attend le livre de Tatiana. Ah oui, Tatiana, franchement. On attend le livre de Tatiana, c'est clair, Tatiana. Franchement, merci. Après un texte pareil, il faut continuer, il faut écrire un livre. J'essaie de l'en convaincre, c'est un autre sujet. Alors après l'émission, on va essayer de pousser. On va y aller. Parce que je pense qu'elle a des tas de choses à dire et qu'elle ne veut pas les dire. Mais ce que j'aime, c'est célébrer. J'avais un problème avec ma meilleure amie qui s'appelait Thérèse Sanfal. Et qui tout le temps, elle me disait, mais il faut que tu écrives. Je dis non, j'aime célébrer. Quand je suis... Quand ça me touche profondément, et je vais lui dire, mais je vais dire à la personne et aux autres. J'essaie de... Mais un livre, c'est dire aux autres. J'essaie de leur dire, mais regarde. Un livre, c'est dire aux autres. C'est la principale raison d'écrire. C'est plus d'une page, mais c'est dire aux autres. Tout à fait. D'ailleurs, les bouquins de Catherine, j'ai travaillé un peu, même à corps avec des gens, parce qu'ils ont peur. Ouais, c'est ça. Alors j'ai dit, bon, mais peut-être, parce que vous avez oublié qu'on est mortel. Et moi, je n'ai pas peur de la mort, parce que j'ai toujours vécu avec elle. C'est ma meilleure amie. J'ai dit même, j'ai les billets dans la poche, il ne manquait la date. Et vieille, je n'ai jamais été. Et voilà. J'ai un côté enfant que j'ai préservé toute ma vie, et j'ai payé très cher d'ailleurs pour ça. Et de moi, je suis pas schizophrène, mais
il y a une ancienne qui tombe en poussière. Il y a une jeune fille jovencelle et très contente d'elle et qui aime la vie. Donc, vieille, je n'ai jamais senti. D'ailleurs, je suis toujours entourée de jeunes. Parce que les vieux des têtes, comme j'ai dit, ils ne me comprennent pas. Et voilà. Mais vers la fin de sa vie, Marguerite Yourcenar disait vieille. Non, peut-être quand je suis malade, mais à part ça, je ne sens pas la vieillesse. Voilà, je trouvais ça très beau. Mais c'est ça. Et donc, vous êtes toujours jeune, c'est très bien. Toujours jeune. Et Majo, oui, on s'y ressemble. Hein? Ma Chloé aussi. Mais ce que vous dites sur la peur, c'est très juste, quoi. J'ai une amie que j'aime beaucoup, que j'avais invitée à venir aussi avec nous. Et depuis des mois, elle est obsédée sur cette histoire de la loi de fin de vie et tout, etc. Et quand elle a lu le livre de Catherine, elle m'a dit, c'est un beau livre, mais je ne me sens pas d'en parler, quoi. Mais je trouve incroyable. Bon, mais c'est pas que ça qui est incroyable. Dernièrement, tout est incroyable, d'ailleurs. On dirait la réalité fantastique de latino-américaine, quoi. C'est que la vie, c'est la vie. Peut-être parce que nous avons je sais pas, on est élevé dans la vie et vivre la vie tous les jours. Et donc, la vie, on est vivant dans la vie. Et ce n'est pas une question d'âge. D'ailleurs, je sais pas, je pense que vous aussi, mais vous allez me dire, mais je connais énormément de jeunes vieux. Moi aussi. Oui, ça c'est vrai. Réac, vieux, qui... Mais oui, c'est terrible. C'est pour ça ils sont en train de combattre au Goncourt. Ils avaient passé une loi absurde qui était que tout le monde devait quitter le jury à 80 ans. Et je dis, non, mais il y a des gens de 50 ans, de 30 ans même que je trouve incroyablement vieux, et des gens de 80 que je trouve d'une jeunesse incroyable. Et au féminin, par exemple, il y a Mona Ozouf qui est née en elle ne le cache pas. Et qui est toute jeune, pleine d'adolescence. Et je tiens absolument à ce qu'elle reste à tout prix, quoi. Ouais. Ah, moi, j'ai un ami qui est mort il y a 5 ans à peu près, André Verdet, c'est un poète. Qui était ami de Picasso, machin, que ça. Braque Léger. C'est un poète. Jacques Prévert. Il avait 92 ans, voilà, quand il venait à Paris. Et je l'accompagnais dans Paris pour qu'il rentre chez lui à pied. Et donc, ça faisait une trotte quand même. Et il fallait courir derrière. Tellement elle était vigoureuse, machin. Et toujours jeune, quoi, toujours jeune. Donc, c'est pas vrai, c'est un état d'esprit. Ce n'est pas... moi, j'ai pas... Non, aucun sentiment de vieillesse. Mais beaucoup de gens s'enferment dans ce vieillissement parce qu'ils le voient dans les yeux des autres. Oui, si vous êtes dans l'action, parce que je crois que c'est votre cas, Tatiana, dans des engagements, dans des actions, dans la proximité des jeunes, dans des passions, puis je sais à quel point vous aimez le beau, et ça entretient notre jeunesse intérieure longtemps. Mais bien sûr. Et là, la chère vieille, là, d'ailleurs, je trouve magnifique, parce qu'elle combat, mais elle combat comme je sais pas, comme une... ce que j'ai dit de moi, que je suis aussi, comment dire, comme Hugo, un punk. Oui. Moi, je me considère comme une punk mystique. Et elle combat comme une punk. Elle est là, elle combat. Mais il y avait un autre livre sur ce sujet, je ne sais pas si Catherine l'a lu, je n'ai pas pu inviter l'auteur ici parce qu'elle est portugaise, c'était Miséricordia très grand livre. Très 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 beau livre. Hein, heureusement que je l'ai lu après de Lydia Georges. Lu le mien de Lydia Georges. Si vous l'avez pas crois lu, que sinon ça m'aurait bloqué. C'est aussi une vieille dame qui en fait... note, enregistre tout ce qu'elle fait dans cette EHPAD où elle a été obligée d'être mise et qui peut plus marcher, mais la tête fonctionne très très bien. Et alors elle regarde tout ce petit monde, cet univers que vous décrivez aussi, Catherine, cet univers étrange en fait de cette espèce d'île, comme vous disiez tout à l'heure, d'île à vieillard. Oui, une île à vieillard, un peu comme une ville. Alors il y a le quartier avec la coiffeuse, il y a le quartier des soignants, le quartier des aides-soignantes. Puis chaque petite personne fait son propre univers. Il y a le vieux qui rouspète, il y a celle qui déclame du Lamartine et qui écoute du Chet Baker. Et je trouve c'est fabuleux
que la vie s'accroche dans le désir. Ouais. Et il y a ceux qui ont des histoires d'amour. Oui, bien entendu. D'ailleurs, Lydia Georges, elle en parle très bien. Très bien. Et je trouve ça navrant qu'on considère qu'on a une date de péremption pour le désir. Le désir de vivre, il est là. Moi, je ne sais pas, à la limite, je vous assure, je suis peut-être portée par la compagnie délicieuse de mes 3 personnes de ce jour, mais je me sens parfois plus vivante que quand j'avais 30 ans, parce que je n'étais pas moi-même encore complètement. Là, j'ai l'impression quand même que ça commence à venir. Il serait temps. Et c'est pour ça que quand certaines personnes m'ont dit « je ne peux pas lire ton livre parce que ça va être triste », ça m'a fait de la peine. Mais c'est pas un livre triste en plus. Et j'ai adoré quand les gens m'ont dit « oh ». Alors, une voisine, je vous la fais bref, c'est promis, qui me dit « oh, je le lis parce que c'est toi, mais ce sujet-là, je viens de perdre ma mère et mon père et machin ». Je commence à dire, moi-même, à me dire peut-être qu'il ne faut pas qu'elle le lise. Elle l'a lu dans la nuit, elle m'appelle le lendemain, elle me dit « écoute, j'ai une forme éblouissante, tu m'as remonté le moral ». Bah oui. Et pour moi, c'est un compliment. Mais Miséricordia, merveilleux, c'était ça. pareil. C'était un livre. Au début, il a eu le Médicis, heureusement. On n'a pas réussi à lui faire avoir le Féminin. On ne gagne pas à tous les coups, n'est-ce pas ? Et au début, des amis à moi, comme Christine Jordis, par exemple, en été, on se dit... Qui aime quoi. Donc, il y a quelqu'un qui a dit que ce livre était formidable. Donc, je me suis précipitée. Je l'ai trouvé absolument extraordinaire. Et j'en ai parlé à Christine Jordis, qui a dit « Ah oui, j'ai reçu le mail de... Ah mais non, mais toutes ces histoires de vieux, moi j'en ai marre, je suis trop vieille pour lire ça. » Je lui dis « Mais Christine, je vous en supplie, lisez-le. » Et elle a lu ce... Donc c'était extraordinaire. C'est publié aux éditions Métayer, je tiens à le rappeler. Ça s'appelle Miséricordia de Lydia Georges. Et c'est très beau aussi. Ce qui n'empêche pas de lire le livre de Catherine Vigour, que je remontre quand même. Avec les coquelicots. Mais alors, Natacha, qui est vraiment jeune par le calendrier, il faut qu'elle nous dise ce qu'elle en pense. Mais je pense aussi que ça peut intéresser les nombreuses personnes qui sont aidantes. Parce que je n'ai plus les chiffres en tête, mais c'est quand même une quantité très importante de personnes qui sont aidantes. Et ce que je trouve intéressant dans ce livre, c'est qu'il y a à la fois une relation en 2 générations, bien sûr, mais c'est le fait aussi d'accompagner dans l'amour et dans la vie et dans tout ce qui est quotidien aussi. Moi, j'ai eu l'occasion, parce que j'ai mon père qui est décédé tout récemment, et qui était aussi un côté hippie, une espèce d'aventurier qui aimait le Brésil, enfin bref, un sacré personnage. Qui était un artiste. On était là responsable d'ailleurs. Oui, aussi, oui, ça faisait partie du personnage. Et on a essayé de faire l'accompagnement qui lui ressemble et qui nous ressemble. Et la fin de vie et aussi la cérémonie de passage. Et je pense qu'il faut célébrer la vie. Il faut aussi montrer qu'être un aidant, on aimerait être aussi aidé à notre tour, quand ça sera notre tour. C'est une partie dont on parle peu, en fait. Qui a la charge aussi, il y a toute la charge mentale. Il y a aussi un moment où il y a la transmission aussi. C'est des moments où on peut partager. C'est très important de dire ce qu'on a à dire aussi. Et aussi que ça ressemble, que la fin de vie ressemble à la personne. Et ça, je trouve que c'est magnifiquement raconté. C'est aussi de rester, de garder le lien, la relation, et puis de l'accepter aussi. Voilà. Et cette jeune fille qui est en fait, Chloé, qui est un peu comme toi, libre, indépendante, fonceuse, et rêveuse un peu en même temps, mais qui affronte. Mais avec... elle est authentique, elle est sincère, elle ne triche pas. Et elle a une fidélité à toute épreuve. Hein? Mais elle a aucun problème avec la vieillesse non plus. Bien sûr, il y a une petite nostalgie comme ça, parce que tu dis, je vais perdre l'autre. Et ça me rappelle un très cher ami aussi. Je n'ai pas dit son nom parce que c'est un philosophe, sociologue qui est mort il y a quelques années. Et bon, je préfère ne pas le citer. Mais lui, on l'a mis à l'hôpital. Il m'appelait, il dit, je me casse. Il était très surveillé parce que, bon, sa femme... Bon, bref. Un peu comme ces gens qui pensent que parce que tu es vieux, aussi infantilisme, oui, ça, c'est etc., etc. Et donc, bon, ben, lui, il n'a jamais été, il ne sera jamais d'ailleurs. Bon, ben, j'ai quelques nouvelles. et donc, il m'a dit, je me casse. J'attends le moment pour me casser. Et il a réussi. Et il s'est cassé. Et voilà. Et donc, moi aussi, je me casserai. D'ailleurs, je n'attendrai pas. Moi, je n'attends pas. Et j'aime trop la vie. Voilà.
Je pense que c'est comme les Mais histoires d'amour. Mais c'est pour ça que vous avez aimé ce livre, parce que ce livre, c'est un livre de vie, Catherine Vigon, finalement. Exactement. Mais est-ce que vous avez hésité devant le sujet de ce roman en pensant que justement ça allait tellement faire peur À vrai dire, je n'ai aucun sens de la stratégie littéraire. Aucun sens, parce que quand ce sujet s'est imposé, que l'idée m'est venue, puis c'est tout bête, il y a comme une musique qui élève en soi, et on entend cette musique, on n'a pas envie de chanter autre chose. J'aurais peut-être dû chanter quelque chose de plus facile d'accès pour les gens, surtout à notre époque, où on est tous un peu lâches, un peu peureux. Ce sujet s'est imposé, mais je savais que c'était difficile parce que je n'ai pas forcément la notoriété qu'avait Lydia Georges, par exemple, pour le faire passer. Bon, j'y suis allée, et puis voilà, c'est mon caractère, de toute façon, c'est quand même d'aller dans la nécessité. Puis je pense que les efforts que Chloé faisait pour aider les gens que j'ai vus dans ces établissements, y compris dans le personnel où il y a des gens qui se donnent un mal de chien pour des clopinettes, méritent qu'on les mette un peu en valeur. Je trouve qu'on a trop de douleurs qui sont autorisées à la visibilité et d'autres qui sont un peu, bon, je ne dirais pas censurer, le mot est excessif, mais jugées légèrement indécentes. Tu ne vas pas nous parler d'un machin ancien, là. Alors on dit un vieux meuble, on dit un vieux château, un vieux village, mais une vieille personne, rangez-moi ça. Ben ça, c'est quand même dommage. La colère, moi, un petit peu. Mais c'est pour ça qu'on a voulu faire cette émission et réunir des femmes libres, qui ont envie de parler de la vie, comme on le fait. Et regarde mon âge. Mais Catherine Vigon, je voudrais que vous lisiez un autre petit extrait, je vous ai dit lequel, Oui. parce que je trouve qu'il pose bien aussi le problème, la contradiction, la difficulté, l'ambiguïté quand on est plongé dans ce genre de situation. Parce que parfois, elle a beau l'aimer beaucoup, il y a un poids qui s'installe. Donc c'est Chloé qui parle. Et c'est Chloé qui parle. Je m'en voulais d'avoir du mal avec cette nouvelle vieille que devenait Majo, avec son indulgence soudaine envers des gens qu'elle n'aurait pas choisis avant. Elle, si exigeante, minaudait aux plaisanteries de ces messieurs et buvait des yeux l'assemblée. Peu portée au lyrisme familial, elle pouvait dire à Patricia « Appelez-moi Pat » qu'elle était le portrait craché de sa maman, lui demander si elle avait des enfants, comme si la mise au monde d'inconnus pouvait lui améliorer l'existence. En fait, c'était moi qui n'étais pas belle à voir. Je regrettais qu'on isole les vieux et je ne supportais pas de les voir ensemble. Je réclamais le mélange des générations. Je ne partageais pas une tarte aux pommes. Je reprochais son jeunisme à mon amie Alice, mais je fuyais tout signe du temps qui passe. J'étais la preuve vivante de ce que je prétendais corriger, l'allié involontaire de mes adversaires. Oui, parce qu'il y a des adversaires dans ce livre, il faut en dire un mot aussi. Il y a des gens qui vivent différemment l'histoire de l'EHPAD. C'est toujours pareil, dans les EHPAD, il y a toujours quelque chose d'assez répugnant à cette espèce de silver economy qui tourne autour. Alors, vous comprenez bien, le personnage de la directrice qui s'appelle Madame Laplage et que tout le monde appelle The Beach, avec tout ce qu'on peut entendre, voilà, elle incarne un peu un visage commercial, elle. Bon. Et en même temps, peu à peu, on découvre qu'elle aussi a une personne âgée qu'elle protège dans une autre maison. Et elle aussi, somme toute, ça lui fait de la peine. C'est pas facile. Puis vous avez évidemment dans les aides-soignantes la garce qui se moque des vieux, et puis à côté de ça, 4 personnes qui vont se plier pour écouter le désir de chacun et être le mieux possible. Je pense que ça exacerbe toutes les tensions qu'il y a dans la société. Je pense que comme tous les microclimats, et ce sont des microclimats avec des pressions hautes et des pressions basses. Et vous mettez les pieds un peu longtemps et un peu régulièrement dans ce type d'établissement, vous en apprenez sur l'ensemble de la société, sur la difficulté qu'on a à accepter la fragilité, mais aussi l'enrichissement du temps qui nous améliore parfois, qui ne fait pas mais que je nous trouve dégrader. que Chloé résiste bien, parce que quand même dans ce genre de situation, parfois on a tendance à presque en vouloir à la personne. Il y a des moments quand même, devenue, j'essaie de le dire, où elle est quand même un petit peu ambivalente. Mais dans Miséricordia, c'est beaucoup plus violent, oui, par beaucoup exemple. plus violent. La vieille dame, elle finit par maltraiter sa fille, parce qu'au fond, elle lui en veut d'être là, et la fille lui en veut d'être là. Enfin, c'est très... Il y a une ambivalence. Mais il faut dire que Chloé, ce qui l'aide, c'est qu'elle tombe amoureuse aussi. Parce que je pense qu'à mesure qu'elle comprend que la vie est très complexe, ça l'ouvre à ce qu'elle peut vivre pour elle-même. Elle élève sa petite fille, elle a son colocataire. Et puis bizarrement, ce colocataire, elle va le regarder un petit peu autrement, parce que justement, ça change l'ensemble du regard. Mais on sait que Tatiana, elle se sent jeune pour toujours. Ah ouais. Mais vous, Natacha, quand vous lisez ce genre de livre, ça vous inquiète? Vous voyez une image de la vieillesse qui vous fait peur ou non?
Non, pas du tout. J'ai la chance que Tatiana m'ait transmise Oui, j'ai l'impression. l'amour de la vie et de savoir aussi que la vie et la mort vont ensemble. C'est les saisons et j'ai une pleine conscience de ça. Et je pense que notre humanité, on doit aussi la manifester, pas seulement dans les choses apparentes, parce qu'on est beaucoup dans l'image, en fait, dans une société d'image, mais c'est dans les choses qui ne se voient pas. Et puis, si tout va bien, on sera un futur vieux aussi. Hein. Donc, mais c'est vrai qu'il y a de l'humanité aussi chez certaines personnes. J'ai pu le constater récemment dans mon expérience. Et donc, mais je pense que c'est un livre pour les aidants. Faut le voir aussi d'une autre façon, c'est-à-dire qu'on a besoin aussi de fraternité et des choses qui peuvent être un peu tristes, peuvent être pas tristes et peuvent être joyeuses aussi. Mais c'est pour ça que je pense que c'est un livre qui aurait dû avoir au contraire beaucoup de retentissement, qu'on le mette vraiment sur la place publique, qu'on le fasse lire, qu'on voit que c'était vraiment... On était au cœur du problème de... il y a 40 ans, c'était comment faire ou pas faire des enfants. Et aujourd'hui, c'est comment finir sa vie. Comment la mener vraiment jusqu'au bout. Comment la mener jusqu'au bout. Mais tu parlais là des musiques, de la petite musique. Et je l'ai vue, je l'ai sentie. D'ailleurs, je voulais l'écrire, mais bon, j'ai dit, il ne faut pas que ce soit trop long. Et je vais le refaire parce que je vais faire un autre papier sur ton bouquin. Ça va finir par un livre, je sais. C'est que ça va finir par une bonne nouvelle. Tu vois, ton humanité, qu'elle a, d'ailleurs, c'est comme ça que je t'aime. Cette humanité à fleur de peau, mais poétique, bref, singulier, tout ce qu'on veut. Et donc, il y a cette... oui, il y a la musique, il est musical. Ton écriture est musicale, de toute façon. Je trouve que dans tout que tu écris, c'est une écriture musicale. Et moi aussi, je suis dans la musique. Dans ma tête, il y a tout le temps la musique. Et donc, il y a, tu vois, un peu comme Whiteman, quand je dis, je me contredis, oui, je suis vaste, je contiens des multitudes. Et tu prends cette multitude qui est en nous et qui est dans les autres. D'ailleurs, il y a des personnages là qui au début c'est très dur, mais tu n'oublies pas son humanité, in fine, c'est son humanité qui reste. Donc, ton écriture, pour moi, c'est une écriture qui part d'une fondamentale, qui est toujours dans le fondamental. Elle va dans les harmoniques, après elle passe dans une étape supérieure et il nous transcende. Non mais oui, ça rattrape tous les articles. On a toujours raison de venir sur RCJ. C'est une bonne maison. On a le temps de parler, on parle de choses dont les autres ne veulent pas parler et ils ont tort. Je crois aussi, je me suis demandé, excuse-moi, je t'ai coupé, mais je me suis demandé, dans mon écriture, j'essaye, c'est ce que je vous dis, je le perçois après coup, de mettre ensemble la joie et la gravité. C'est un truc dans tous vos livres, c'est comme ça. Voilà, dans tous vos livres, il y a ce que dit Tatiana, savoir que c'est toujours extrêmement musical, toujours poétique. Il y a toujours une manière de traiter l'émotion en la mettant à distance d'une certaine manière, que ça ne devienne pas de la psychologie qu'on n'aime pas. Mais je ne suis pas sûre que ce soit le ton que cherche en ce moment la critique littéraire ou peut-être même l'humeur du moment. Il faut être tragique, 100% tragique, avoir beaucoup souffert. Et je ne il faut être tragique pas ou léger, tragique ou léger, extrêmement superficiel. Voilà, tragique ou léger, il n'y a pas de oui. superficiel, parce que léger, la légèreté, ça peut être une vertu. Ça peut être sympathique, c'est la bulle de champagne. On peut revendiquer la légèreté, on peut la revendiquer toutes les quatre. Cette légèreté qui c'est en fait une légèreté très profonde, très dense. C'est ça que je dis, cette distanciation comme ça, par exemple de ceux qui ne comprennent pas Solaire, qui c'est un maître zen, voilà, et qui, cette distanciation à lui, c'est une distanciation transcendantale et spirituelle au plus profond. C'est-à-dire, c'est lui, par exemple, comme toi d'ailleurs, c'est dit que la tristesse est la mère de la joie.
Mais qui la tristesse et la joie, ils sont déjà nés. C'est en même temps. Voilà. Mais vous avez raison quand vous parlez de toutes ces incompréhensions, la compréhension de Catherine, la compréhension de Philippe Solers aussi. Il y a un truc qui m'a choqué, les réseaux sociaux, c'est quand même... Bon, c'est grâce à vos réseaux sociaux que je vous ai connus, donc je ne peux pas dire du mal des réseaux sociaux. Catherine, je la connais différemment depuis son premier livre. Mais quand même, à un moment, devant quelque chose qui m'agaçait, j'ai mis sur les réseaux sociaux que cet homme était extrêmement pudique. Et il y a des gens qui m'ont dit que c'était complètement faux parce qu'il avait écrit des scènes de sexe comme si la pudibonderie et la pudeur étaient la même chose. Enfin, un truc de fou, quoi. Mais là, c'est presque une question de rapport au monde très profond. Confondre la pudeur et la pudibonderie, c'est grave, intellectuellement, mais aussi en termes de regard, parce que le corps, le sexe, la chair, c'est quelque chose de magnifique. Et la pudeur, c'est peut-être encore une plus grande pudeur d'en parler avec l'élégance que mettait Solers dans les choses. Mais alors, il y a une chose aussi dans le livre. Quand j'ai lu, j'avais une sorte de regret. C'était que cette Majo, on aurait bien voulu la connaître quand elle était en pleine forme. C'est vrai. Parce que vous le suggérez, que c'était un personnage extraordinaire. Mais évidemment, elle est au moment où la vie bascule dans quelque chose qui n'est pas tout à fait soi, quoi. Et en même temps, ce qui est touchant, c'est comme on brandit un drapeau d'un pays ou d'une culture qu'on aime, elle brandit son propre drapeau. C'est-à-dire qu'elle a ses références qui lui tiennent à cœur, la poésie ancienne, le grec et le latin, mais aussi Chet Baker, Diana Scheck, Chet Baker, incontournable. Et au bout du compte, même dans son fauteuil roulant, même si, à la limite, Chloé passe entre deux éclairs tellement elle a sa propre vie à conduire, tant pis, si elle a envie de dire du Lamartine, salut bois couronné d'un reste de verdure, elle envoie son salut bois couronné d'un reste de verdure. Je trouve ça fabuleux. Les gens qui, jusqu'au bout, restent eux-mêmes. Et alors, on se dit, c'est des petits lambeaux. Non, c'est pas des lambeaux, c'est des drapeaux. Mais Catherine Vigour, ce que vous montrez aussi à travers les différents personnages, c'est que face à cette situation, les réactions des hommes sont assez différentes des réactions des femmes. Écoutez, je vais vous dire la vérité, c'est qu'au fond, Chloé, elle vitupérait en permanence en disant « Où sont les mecs ? Où sont les mecs ? Mais regarde !» Alors, je la trouvais un petit peu injuste, parce qu'il y avait heureusement des messieurs qui venaient prendre soin... Les aides-soignantes sont la majorité. Et il y en a une qui m'avait dit « De toute façon, c'est comme ça au debout de la vie. C'est toujours les femmes qui s'occupent des bébés, qui s'occupent des vieux. Bon, dans les aidants, pour reprendre l'expression de Natacha, il y avait quand même heureusement des hommes... Bon, je dirais, mais alors je vais peut-être déplaire à ces messieurs qui nous écoutent, qu'ils sont plus enfantins que les femmes avec toutes ces choses. Ils ont quelque chose de l'enfance. Ils ne veulent pas voir maman, elle ne va pas bien, elle peut mourir. Alors bon, j'apporte une boîte de chocolat, si elle peut encore mâcher des chocolats, évidemment, mais je suis furtif. Tandis que les Chloé, elle me dit toujours, mais ceux qui montent vraiment le campement, qui essayent de tenir la boîte, c'est toujours des femmes. Peut-être que c'est une question d'éducation, je pense, fondamentalement. Puisqu'on parlait de Solers, ce qu'il me disait toujours, c'est un homme et une femme ne peuvent pas parler de la mort ensemble. Ouais, c'est vrai. Ça marche pas, ils peuvent pas. Ouais. D'ailleurs, j'ai une amie qui m'a dit, mais peut-être si ton livre avait été écrit par un homme, alors elle me citait évidemment, toute proportion gardée, le magnifique livre de Philippe Ross qui s'appelle Patrimoine. Et parce dans le courant de la conversation, elle me disait, mais jamais une femme n'aurait pu publier Patrimoine. C'est trop éprouvant. Mais c'est très étonnant qu'un homme ait pu l'écrire. Oui. Et qu'un homme, je lui dis exactement ce que vous dites. Je lui dis au contraire, j'ai été stupéfait que ce soit justement un homme qui l'écrive, qui puisse comme ça donner même des détails quand même assez crus auxquels les certains hommes qui n'ont pas été compris. Ouais. Lui encore, ce livre n'a pas été compris non plus. C'est peut-être le moins lu, alors qu'il est magistral. Il y avait je ne citerai pas, Tatiana ne voulait pas citer un certain nom de quelqu'un qu'elle aimait, moi je ne vais pas citer le nom de quelqu'un que je déteste, mais un critique littéraire avait écrit à propos de Patrimoine que c'était du bavardage sec. Et c'est quand même énorme de dire une chose pareille sur ce livre bouleversant, quoi. Énorme. Mais alors... les filles, j'allais dire, les filles. Les filles, quand même, il faut aussi qu'on parle de vous. C'est que donc, toutes les deux, vous êtes fondatrice et porte-parole, etc., d'une association qui s'appelle Jamais sans elle. Oui. Et alors, elle est diététicienne générale. Je vois souvent des choses sur Jamais sans elle. Oui. Et alors, bon, justement, on parle des femmes dans tous leurs états. Qu'est-ce que c'est que Jamais sans elle, Natacha ?
Alors, Jamais sans elle, c'est un mouvement qu'on a fondé, pas par hasard, mais qu'on ne pensait pas fonder au départ, qui est parti d'une idée que Tatiana a eue avec des amis entrepreneurs dans le numérique. Les clubs des mecs. Le club des gentlemen, ce sont des hommes qui sont engagés à ne pas intervenir dans un événement sans mixité, sans femmes. Donc, c'est parti de là. Donc, ce sont des hommes qui sont engagés pour les femmes. Et c'était en quelle année ? 2016, c'était avant MeToo. Ça paraît un peu loin maintenant, mais en fait, ce n'est pas si loin, c'était il y a 8 ans. Et c'est un mouvement féministe universaliste. On est pour l'égalité femmes-hommes. Ce sont des hommes et des femmes engagés ensemble pour des actions, notamment au départ auprès de dirigeants d'entreprises ou d'institutions ou de politiques. Et l'idée, c'est de montrer et d'avoir des actions concrètes en faveur de l'égalité femmes-hommes, dont ce premier engagement emblématique qui est celui de promouvoir en fait la visibilité des femmes et des femmes au poste clé, mais surtout de montrer qu'on ne peut pas prendre la parole sans mixité. Alors maintenant, on propose ici dans les deux sens, c'est un autre sujet. Mais je voulais juste revenir sur un aspect dont vous parliez aussi, c'est que sur la charge mentale et sur ce qui est les personnes aidantes, ça a un impact considérable sur la carrière aussi des femmes, en fait. On le sait peu, mais la mobilité des femmes dans le monde du travail est aussi liée à ces questions. Et donc, à Jamais sans elle, vous vous intéressez à ça aussi ? Oui, tous ces aspects-là, et on fait aussi de la sensibilisation. Et puis, plus récemment, on a aussi créé un pôle étudiant avec des étudiants qui mènent des actions auprès de scolaires, parce que finalement, on le voit aujourd'hui, l'égalité régresse, les stéréotypes et les biais de genre, l'antisémitisme, bien sûr, l'homophobie progresse, et on le voit même chez les jeunes. Donc, il faut vraiment les sensibiliser là-dessus. Donc, nous, on a aussi, comme si on est mère et fille, on a aussi créé ce mouvement dans une action transgénérationnelle. Avec des hommes. Et avec des hommes, Parce surtout. que ça, c'est très important. Il faut que je vous oui, parce que maintenant, il y a une revendication de la part des femmes de non-mixité aussi. Oui, tout à fait. Moi, ce que je comprenais, comme je suis vieille, je peux dire que au début des années 70, je comprenais très bien qu'il y avait, comme vous parlez de charge mentale, c'est vrai qu'il y avait une pesanteur des hommes qui faisait que les femmes n'osaient pas s'exprimer. Donc, c'était bien que pendant un temps, elles fassent des réunions un peu seules pour apprendre à prendre la parole. Mais on n'en est plus là. Je veux dire, on est plus de 50 ans plus tard. Il faut arrêter. Voilà. Alors, puisqu'on parle des femmes, j'ai dit de temps en temps à Laurence Paezzo, parce que j'ai fait avec Laurence. Oui, aussi. entre autres, oui. Laurence est arrivée très vite. Parmi les fondateurs. Parmi les fondateurs, et qui m'a dit, utilise-moi. J'ai dit, d'accord, prends garde à toi, parce que je vais vraiment t'utiliser. Et donc, déjà, depuis, je suis arrivée en France à la fin des années 70. Et j'étais déjà, parce que je venais de la contre-culture américaine. Tatiana est née au Brésil. Hein. Je suis née au Brésil. Et donc, nous, on avait déjà passé autre chose. On était dans d'autres, d'autres préoccupations. On avait élargi, on avait appris, on avait déjà changé même des référentiels à l'époque. Et donc, j'arrive, pour les féministes, je ne me reconnaissais pas du tout, parce que j'étais féministe universaliste déjà, humaniste. Moi, je n'ai jamais, comme je ne me considère pas vieille, je me considère vieille ni jeune, je suis un être humain. Et je n'arrive, même aujourd'hui, je n'arrive pas à m'y voir ni comme femme, ni comme un homme. Je suis un être humain qui peut être femme ou un homme, ça dépend de la circonstance, ça dépend du moment, ça dépend de la situation, etc. etc. Donc déjà, il y avait un problème, un gros problème là. Et bon, mais ok, on est pour les dialogues, n'est-ce pas? Et donc les hommes? Et à cause des hommes. Et depuis qu'on a fait Jamais sans elle, moi je suis attaquée, ceux qui m'attaquent le plus, mais frontalement, ce sont les femmes. Elles ne veulent pas que... Et moi, j'ai dit, c'est pour, c'est réconcilier, c'est dialoguer. Réconcilier les hommes et les femmes. Les hommes et les femmes. Et mes meilleurs amis sont des hommes. Et voilà. Les hommes sont des femmes comme les autres. Tout à fait. Et j'ai dit, comme je disais donc, j'ai dit toujours, à Laurence Paezzo, une femme au pouvoir, c'est un homme comme les autres. Voilà. Les femmes, quand elles prennent le pouvoir, je l'ai connue une avec ma mère, biologique, les femmes, elles sont redoutables. Et voilà. Parfois, elles sont pires. Et c'est vrai qu'il faut, comme dit Natacha,
les pouvoirs, on les prend pour changer les choses, pour faire avancer le tout. Les pouvoirs, il faut les exercer. Donc, j'ai rien contre ça. Mais le féminisme, c'est un féminisme maintenant. Je m'attendais... Bon, je m'attends pas grand-chose, etc. On agit, mais j'ai dit, bon, on va pouvoir dialoguer avec elle, on va pouvoir être d'accord pour ne pas être d'accord. Même ça, pas du tout. Ah non, ça marche plus comme ça, c'est Donc, dommage. donc voilà. Et donc, les faits qu'on a jamais sans elle, j'ai dit jamais sans elle, jamais sans eux, et que je leur dis, pas pour calmer, mais j'ai dit à celles qui m'attaquent, mais c'est moi le patron. Mais Tatiana et Natacha, vous dites donc jamais sans elle, c'est un mouvement. Donc on peut adhérer à ce mouvement. Comment ça se passe? En fait, oui, on peut adhérer en reprenant les principes. Parce que là, on est écouté par plein de gens. Alors oui. il faut leur dire ce qu'il faut faire. Alors on a 3000 signataires qui sont dirigeants dans le monde, puisqu'il y a des entreprises qui signent. Donc nous, on vient du monde de l'entreprise. C'est par ce biais qu'on pense qu'on peut changer les choses. Et donc, ils s'engagent avec des actions concrètes. On peut tout trouver sur notre site. Mais surtout, c'est un état d'esprit. Nous, ce qu'on pense, c'est que, si vous voulez, il y a un peu l'égalité des droits dans les lois, mais toutes les lois ne sont pas appliquées dans la réalité. L'égalité des salaires, par exemple, c'est une loi qui a une 50aine d'années. On ne se rend pas bien compte. Donc, les choses n'ont pas vraiment changé dans l'égalité réelle. Pour que l'égalité réelle existe, il faut que les hommes et les femmes agissent ensemble et qu'on fasse comprendre que c'est un intérêt commun. Donc, c'est la vision vraiment universaliste. Donc, ce n'est peut-être pas un courant majoritaire qu'on voit dans les médias, mais pourtant, je pense, de ce qu'on peut voir sur le terrain, que c'est aussi un courant qui existe dans la société. Moi, je le crois aussi. Qui existe dans la société. Et c'est un enjeu majeur. Et je pense aussi qu'aujourd'hui, on le voit, c'est dans la transmission. Nous, on est beaucoup dans la transmission. On veut faire émerger une nouvelle génération de leaders. Et on est en fait sur le terrain maintenant pour aller auprès des jeunes qui ont envie d'agir. Il ne nous reste plus beaucoup de temps, mais je reviens au livre de Catherine. Mais donc, Catherine, Natacha et Tatiana ont lu votre livre. Mais ça, bon, lire un livre, c'est facile. Mais comment vous vous êtes connus? Vous êtes à jamais sans elle? Non, même pas. Ça, c'est pas bien. Parce que je me suis un peu défilée une fois, parce que vous m'en aviez parlé, parce que j'ai toujours un peu de mal avec ce qui est associatif. Mais là, je suis très tentée, j'avoue. Mais comment je les ai connus? C'est quand même une assez belle histoire, parce qu'on dit des horreurs sur les réseaux sociaux. On dit, X, Twitter, tout ça, ça pourrit la société. Un peu pas toujours. Pas toujours. La preuve. J'ai toujours remarqué leurs messages avec beaucoup d'intérêt, beaucoup de passion. Et la grande joie, c'était de les connaître physiquement, là, en vrai, comme on dit, pour de bon. Et qu'elles me fassent l'extrême plaisir de m'avoir lu. Elles en avaient parlé sur les réseaux. Puis à un moment donné, je me suis dit, tentons le coup. Et voilà, le coup est tenté. Mais c'est ce que j'ai dit à Tatiana, que j'étais très contente qu'on se voit en vrai. Donc pour parler à la fois du livre de Catherine Vigour, que je recommande, puisqu'il n'a pas été assez lu. Donc ce qu'on sait, c'est que les auditeurs de RCJ lisent. Donc normalement, ce livre va exister à nouveau. Et puis, jamais sans elle. Donc, vous avez dit, publiquement, je sais, parce que, en effet, je lisais des choses sur Twitter, mais ce n'était pas aussi clair que ça. Donc, c'est un mouvement qu'on peut rejoindre et qui vise à préserver la mixité dans les droits des femmes, bien entendu, mais et aussi s'occuper de la transmission et faire émerger une nouvelle génération de gens qui pensent bien. Et les féministes universalistes existent. Les féministes universalistes existent. Et donc, écoutez, déjà, il faut aller sur le site de Jamais sans elle pour regarder. Et il faut lire le livre de Catherine Vigour qui est là, qui s'appelle Les Têtes insolentes, qui est donc une histoire très belle et de vie, comme l'a très bien souligné Tatiana dans son beau texte, et qui est aux presses de la Cité. Le bouche à oreille, on peut le promouvoir sur les réseaux sociaux. On peut utiliser positivement pour recommander à nos amis de lire ce livre. Il faut le faire. On le fait. Mais merci beaucoup. Et puis on se retrouve après l'été, au mois de septembre. Merci à vous trois et merci à tous et toutes.